refus bancaire? Mais ça fait 20 ans que je suis dans cette banque. Mais c'est pas possible. Ok, ok. Laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Il y a la vidéo de Willem qui va commencer. Il va m'expliquer comment éviter les refus bancaires. Ok, ok. Merci, merci. Allez, ciao. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui pour éviter de vivre cette scène. Ok, tu m'as compris, donc reste accroché, prends ton stylo et sois prêt, ok? Bienvenue sur cette chaîne ici, c'est Willem. Je vais t'apprendre comment gagner de l'argent avec l'immobilier, comment je vais te donner des tips pour gagner de l'argent avec l'entrepreneuriat, d'autres business, etc. Je vais te montrer toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, je vais tout te dire, donc n'hésite pas à liker si tu kiffes. N'hésite pas à liker. Même si tu kiffes pas, on s'en fout. Abonne-toi sur cette chaîne. Active la cloche de notification et rentre dans le game. Partage. Ok, tu m'as compris? Ok, avant de commencer, je vais te donner quelques chiffres. J'ai eu 30 refus à peu près. 10 oui pour 2 millions d'euros d'encours en 2 ans. Ok, donc, et je vais t'expliquer un truc mathématique. Attention, je suis fort en maths. Attention. Un refus, 10 refus, 1 million de refus, c'est moins important qu'un seul oui et un dossier qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'acte définitif. Donc, ne te prends pas la tête avec le refus. Même si tu en as 10, 100, 150, on s'en fout. Il suffit qu'une banque, un interlocuteur te suive et c'est parti. Ok, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Tips numéro 1. N'écoute plus rien. Ne lis pas les articles où ils disent que le HCSF, je sais même pas comment on dit, je sais même pas comment on dit ce truc-là. N'écoute pas les articles sur ça. N'écoute pas ton voisin qui dit que c'est plus possible. N'écoute pas ton banquier que tu as depuis 20 ans qui dit qu'on peut plus rentrer au-delà de 35%. N'écoute pas ton cousin qui dit que quand on est indépendant, c'est pas possible. N'écoute pas ta mère qui dit que c'est trop risqué. Ne lis plus rien. N'écoute personne sauf ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Il faut te dire qu'il suffit d'avoir une seule banque qui te suive. Donc, ça ne sert à rien de lire les articles, d'écouter les nouvelles règles, machin. Ça ne sert à rien puisque ça ne change rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire les articles et tu vas dire, bon bah, ah là là, j'ai vu que les nouvelles règles d'HCSF, je ne pouvais plus le faire. Du coup, je fais plus rien. Ça n'a pas de sens. Fonce, tente. Et n'écoute plus les autres, n'écoute plus ces trucs-là. Ok? Ça ne sert à rien. Fais ton truc. Tips numéro 2, il faut que ton dossier bancaire soit au top. Quand on a des refus, en tout cas moi c'était comme ça, je cogitais tout le temps. Je disais mais putain, mon dossier c'est de la merde. Je suis une merde, mon projet c'est de la merde, ça va jamais faire d'argent, etc. Excusez-moi de parler un peu crûment, mais c'est comme ça que je le ressentais en fait. Donc ça remet tout en question. Surtout, ne te remets pas en question. Enfin si, remets-toi en question, mais il faut que toi, ta situation soit au top. Il faut que ta stratégie soit au top. Comme ça va t'éviter de trop cogiter sur le pourquoi, du comment, nanani, nanana. Ok? Donc, dossier bancaire au top. Donc, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'ai mis à ta disposition pour présenter ton dossier bancaire. Mais ça, il faut que tu sois nickel de ton point de vue, que tout soit bien expliqué, tout soit bien avec les chiffres, et tout soit bien présenté. Comme ça, si tu as des refus, tu vas dire, ok, cette banque, elle n'est pas faite pour moi. Mais ça ne vient pas de moi en fait. Ok? Ça ne vient pas 100% de moi. Ensuite, on va rentrer un peu dans tous les cas des refus. Donc, je vais t'expliquer tous les types de refus possibles que j'ai rencontrés, etc. Donc, surtout, reste bien jusqu'au bout parce que les 2 derniers refus, c'est les refus les plus courants qui puissent arriver. Ok? Donc, reste bien à l'affût jusqu'au bout de la vidéo. T'as vu la technique pour la rester jusqu'au bout? Vous avez vu la technique? Je parle tout seul, je suis un ouf. Ok. Type numéro 3. Refus car incompréhension du dossier bancaire. Ok. Tu présentes ton dossier bancaire à la banque, tout est nickel, etc. etc. Et des fois, tu as des refus, je t'assure. Hein. Après, le banquier, malheureusement, il ne va pas t'appeler pour te dire tel refus, etc. Tu as des refus parce que le banquier n'a pas compris ton dossier. Je vais te parler d'une expérience que j'ai eue très récemment là, sur une personne que j'ai accompagnée. Elle m'a présenté avec ses profils, c'était une coloc, elle mettait de l'apport, elle a un CDI, elle n'a pas de dépenses bizarres, elle épargne, elle n'a pas des crédits conso, machin, etc. Son dossier, il est nickel, propre. Pourtant, elle a eu un refus. C'est pas logique. C'est pas logique. Surtout qu'elle mettait environ 20% d'apport. Ce n'est pas logique.
Moi, je lui ai expliqué en fait, donc elle m'a expliqué comment elle a présenté le dossier, donc elle a eu un refus parce qu'elle a mal présenté son dossier. Et l'interlocuteur avec qui elle a discuté, il n'a pas compris son dossier. C'est pour ça qu'elle a eu un refus. Donc, parfois, les refus, ça vient juste de l'incompréhension de ton interlocuteur parce que ton dossier est mal présenté. Donc, tu reviens sur le tips d'avant, tu présentes bien ton dossier et tout va bien se passer, ok. Et après, ça va être nickel. Surtout, n'oublie pas d'interroger le bon interlocuteur qui a le bon pouvoir de délégation par rapport à ce que tu empruntes. Donc, si tu vas emprunter 200, tu vas avoir un interlocuteur qui a une décision jusqu'à 300. Il faut que tu ailles voir le bon, donc en général, le directeur de banque, le conseiller pro. Donc, va voir ces types d'interlocuteurs parce que si tu vas voir n'importe qui et qu'en plus ton dossier est mal expliqué, ça ne passera jamais. Et ensuite, après, ça peut monter à la caution et ça me permet d'enchaîner sur le tips numéro. T'as suivi? T'as pas suivi? C'est le numéro 4. Tips numéro 4. Incompréhension de la part de la caution. Arrêtez d'aller voir les cautions classiques. Arrêtez de faire ça. Il y en a qui vont me dire oui, mais moi j'ai réussi, ça passe, machin. Oui, ça va passer, ça peut passer une fois, deux fois, mais on enchaîne. Je veux que vous fassiez comme moi. J'ai 2 millions d'encours que j'ai fait en 2 ans. Je veux que vous fassiez pareil. Je suis comme vous. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas riche. Enfin, je ne suis pas riche. Je pars pas avec des centaines de milliers d'euros d'apport, etc. Je suis parti comme vous. Voilà, ok. Dès que tu as une situation finançable, dis-toi que c'est possible pour tout le monde. Après, si tu as plein de découvertes et tout, de chômage ou machin, c'est compliqué. Mais si tu as un profil finançable, c'est possible. Donc arrêtez de viser les cautions, visez uniquement PPD hypothèque parce que ça permet d'enchaîner et d'éviter de monter au siège. Donc il faut viser le bon interlocuteur, éviter d'arrêter les cautions parce que ça fait plusieurs interlocuteurs. Et ensuite, si c'est mal expliqué ou si c'est mal compris, c'est source de refus. Imaginez si vous avez à convaincre un conseiller, vous avez à convaincre ensuite le directeur, parce que ça montre au directeur parce que votre conseiller n'a pas assez d'encours. Après, il faut que ça monte à la caution. Ça fait 3 personnes à convaincre. Alors que si tu vises directement le bon interlocuteur, l'hypothèque PPD, tu as une personne à convaincre. Donc, tu seras d'accord avec moi que moins tu as d'interlocuteurs à convaincre, plus c'est facile d'avoir un oui. Donc, arrêtez-moi les cautions classiques. Et en plus, si par exemple tu fais appel à moi pour que je te trouve un financement, si tu as des refus dans tous les sens avec les cautions, je vais être coincé en fait. Donc, il faut viser vraiment un interlocuteur comme ça. Au moins, si tu enchaînes le refus, ça reste dans l'agence. Et même si ça peut être partagé, même si les autres agences peuvent être au courant, si c'est limité au niveau d'un conseiller pro ou d'un directeur, ça a plus de chances de passer en fait. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Ok? Autre type de refus, moi qui m'est beaucoup arrivé, le refus parce que vous êtes indépendant et que vous avez moins 50 bilans. Quand j'ai été voir ma première banque chez qui j'avais 300 000 euros. Je leur ai dit, écoutez, je voudrais en faire un autre, voilà, machin, je voudrais faire un autre financement. Je suis indépendant, etc., etc. Alors, écoutez ce que le conseiller m'a dit. Donc, je vais répéter ce qu'il m'a dit. Alors, monsieur Willem, vous n'aurez jamais, alors ceux qui disent jamais, j'adore, vous n'aurez jamais de financement tant que vous n'aurez pas 5 ans de bilan. D'ailleurs, j'ai oublié, il faudra que je le rappelle pour lui dire que j'ai 2 millions d'encours. Il faut que je le rappelle pour ça. Vous n'aurez jamais, c'est impossible. Toutes les cautions, toutes les banques que vous allez voir, c'est pas seulement moi, hein, ne vont pas vous prêter parce que vous avez moins de 50 bilans. Est-ce que c'est clair? Donc, je ne vais même pas étudier votre dossier. Il m'a dit ça texto. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dédiée. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu ce genre de réaction par tes banques, etc. Je vais faire une vidéo dédiée avec tous les types de refus que j'ai. Je vais te faire des screenshots, je vais te faire des sketchs, etc. parce que c'est incroyable. Donc, comment on fait quand on a moins 50 bilans? Si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes en SASU, etc., comment on fait? Alors, je vais t'expliquer comment j'ai fait en chaque situation. Donc, quand j'étais auto-entrepreneur, j'ai fait ça avec 0 bilan. J'ai récupéré toutes les attestations URSSAF avec tous les chiffres d'affaires. J'ai payé un comptable pour qu'il dise, ok, cette année-là, il a gagné tant de bénéfices, il a eu tant de charges et il s'est versé tant de revenus. J'ai fourni des éléments pour expliquer que ma situation d'auto-entrepreneur, c'était parce que j'avais un esprit d'auto-entrepreneur. Donc, dans mon cas, je faisais la même chose avant
J'étais salarié. Donc je suis passé auto-entrepreneur parce que c'était pour une meilleure gestion au niveau de la fiscalité, au niveau de l'entrepreneuriat, etc. Et regarder ces articles qui prouvent que ma société et mon job est stable. Donc j'en ai fourni une tonne, comme je t'ai dit dans une autre vidéo. Je t'invite à regarder la vidéo comment convaincre les banques qui est juste au-dessus ou ici, si tu ne l'as pas encore vu. Il faut fournir un maximum de preuves, d'articles, de messages LinkedIn le plus possible pour prouver que ta situation est stable. Il faut prouver à la banque se dit, ok, pourquoi ils demandent 50 bilans? Parce qu'ils font une moyenne. Et ils se disent, sur 5 ans, est-ce qu'il aura toujours des missions? Sur 5 ans, est-ce qu'il aura toujours des revenus réguliers? Donc, il faut que tu fournisses le plus d'éléments possible pour montrer à la banque le nombre de revenus réguliers, le nombre de revenus que tu gagnes par mois. Donc, il faut qu'elle arrive à se dire, ok, par mois, il gagne tant. Il est auto-entrepreneur, certes, point négatif, mais il m'a fourni les attestations SAF, des attestations de revenus, un document d'un comptable, ou même de deux s'il faut. J'ai payé un comptable, ça m'a coûté 100-150 euros, la petite histoire, qui a montré tous les revenus que j'avais gagnés. Donc j'ai dit que c'était un bilan, bien sûr, ce n'était pas un bilan, mais j'ai présenté ça sous forme de bilan et j'ai montré plein de documents qui montrent que ma situation était stable. Ok? C'est un peu le même principe si tu es un indépendant en SASU, en indépendant, etc. et que tu n'as pas de bilan, ou si tu en as un ou deux, ce qui était mon cas. Là, j'ai eu mon troisième bilan. Je n'ai même pas encore investi avec mon troisième bilan. Donne le plus d'éléments possible. Demande des bilans intermédiaires à ton comptable. Demande des attestations de rémunération. En fait, il faut que tu prouves ton revenu. Il faut que tu arrives à expliquer le nombre de ce que tu gagnes tous les mois. Il faut que tu montres à la banque que ta situation n'est pas risquée et que tu montres que ta société est pérenne sur plusieurs années. Montre ce qu'a fait d'autres personnes. Montre que tu ferais mieux. Montre ton réseau LinkedIn, ton réseau Facebook, si tu as des contacts pro là-dessus. Explique tout ça, les projets que tu vas faire, donne des chiffres, dis que tu travailles sur des projets qui coûtent des millions, dis que tu travailles sur des projets de sécurité, que c'est un enjeu extraordinaire. Demande à ton client de te donner un document pour montrer qu'il te prend jusqu'à telle date, etc. etc., etc. Oh, le pas de danse, on bloque, calme-toi. On y est, calme-toi. Note. Ok? Donc, le but, c'est vraiment de rassurer le banquier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi quand j'étais auto-entrepreneur, quand j'avais 1 an de bilan, quand j'avais 2 bilans. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Je montre le plus de preuves possible. J'en mets plein. Après, toujours pareil, ce que j'explique dans la vidéo, comment convaincre les banques. Quand ta situation est fragile, quand ta situation est un peu plus risquée, il faut mettre soit de l'apport, soit rajouter des produits bancaires, etc. Donc il faut connaître la liste des produits bancaires, bien sûr, qui peut intéresser la banque. Ce qui peut limiter ton point faible, entre guillemets, pour la banque. Ce qui peut limiter ton point faible et rassurer la banque, parce que pour limiter le risque, il faut rajouter de l'argent ou prouver que tu vas avoir plus de loyers, donc par des estimations locatives par 2 agences différentes. Voilà, donc il faut donner des preuves ou mettre plus d'argent ou donner des produits bancaires. Voilà, c'est des leviers que tu peux avoir. Tu vois, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prouver que ta situation est stable ou donner de l'oseille. Il n'y a pas 36 000 solutions. Ensuite, tips numéro... Ah, faut suivre. Si tu ne suis pas, je te laisse suivre, mais je te laisse trouver le numéro. Refus car vous n'avez pas de CDI. Pour la banque, je vais te donner les profils idéaux. La banque, CDI, un petit couple, pas de découvert, etc. Je veux acheter une résidence principale, sur 25 ans, 20 ans, j'ai de l'apport, voilà, blablabla. Ça, c'est le profil idéal pour la banque. Mais des fois, tu n'as pas de CDI, tu es en CDD, tu es en intérim. C'est le même principe que le tips de tout à l'heure. C'est exactement le même principe. Il faut que tu arrives à prouver que ta situation est pérenne. Donne toutes tes fiches de salaire. Donne tous tes revenus. Explique pourquoi tu es passé en intérim, pourquoi tu es passé en DDD. Tu l'expliques. Explique que peut-être tu vas avoir un CDI, si c'est le cas. Et explique que ta situation, que ton job fonctionne comme ça. Et c'est un job qui est très porteur. Tu es très demandé. Regardez sur 5 ans. Je vais vous montrer le chiffre. Donne des chiffres. Sur 5 ans, regardez tous les chiffres. C'est ça que je vais me faire sur 5 ans en fait. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Sur 5 ans, je vais avoir plein mal de clients. Je vais avoir une trentaine de clients. Sur 5 ans, j'aurai tel chiffre d'affaires, j'aurai tel revenu. Donc tu montes des salaires, des preuves, des articles. Tu montres ce que tu fais, tu expliques ton job, pourquoi tu l'as fait,
pourquoi tu n'as pas fait un CDI, tu expliques tout ça et tu expliques que ça te permet de raisonner comme un entrepreneur et que ça te permet de mesurer le risque et grâce à cette appétence au risque, tu pourras appréhender ton investissement immobilier. Déjà, il faut te dire que, ce que j'ai oublié de te dire juste avant, il faut te dire que le crédit immobilier pour la banque, il ne rapporte plus rien. Ça, c'est des taux extrêmement bas. Vraiment, vraiment, vraiment très bas. Donc, il faut te dire que il ne faut pas rajouter du risque sur quelque chose qui rapporte que dalle. La banque, ce qu'il veut, c'est que tes comptes tournent, l'oseille tourne, que tu prennes des cartes bleues, que tu prennes des produits bancaires. C'est ça qui lui rapporte de l'argent en fait. Il faut augmenter le scoring. Donc après, c'est du win-win, c'est normal. Mais si tu vas dire à la banque, ok, je veux un crédit immobilier, tu ne dis pas ce que tu peux leur apporter, tu ne mets pas d'apport, ta situation elle est risquée, c'est normal que tu aies des refus. C'est logique. Donc, donne le plus de preuves possible. Et plus ta situation est fragile, plus tu n'arrives pas à l'expliquer, plus il faudra que tu donnes de l'apport, ou il faudra que tu expliques que tes locations vont te rapporter de plus en plus d'argent, ou il faudra que tu prennes des produits bancaires, ou il faudra que tu sacrifies le nombre d'années que tu vas emprunter, donc 25 ans, ça va passer à 20 ans. N'accepte pas 15 ans, 20 ans minimum. 20 ans minimum. Donc tu vois, il faut que tu donnes de plus en plus de choses si tu n'arrives pas à expliquer ta situation. Et que tu fasses la balance entre ce que tu dois donner et ta situation, c'est de plus en plus fragile. Ok? Refus car vous avez trop de biens en différé. J'ai exactement le même souci. Tous mes biens sont différés. Donc la seule façon en fait de pallier à ce problème, c'est de gagner de l'argent. Ne va pas voir les banques. Tu peux enchaîner les investissements, il n'y a pas de souci. Tu peux en faire plusieurs en même temps, il n'y a pas de souci. Si tu connais les risques. Attention, maîtrise des risques. Mais ne va pas voir les banques si ton bien est encore en différé. Moi, j'ai pas de souci en fait à enchaîner les investissements. Tous mes biens sont encore la plupart sont encore en différé. J'ai pris des différés de 2 ou 3 ans. Mais il faut que ça te rapporte de l'argent, des loyers en fait. Il faut que tu aies des quittances de loyer, il faut que tu aies des baux, etc., etc. Il ne faut plus en fait que tu sois en hypothèse. Le premier en fait, tu peux être en hypothèse avec tes estimations locatives. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième, le troisième, le quatrième, il faut que tu aies tes prix réels. Il faut en fait que tu aies prouvé, et encore si c'est la même banque, c'est bien, il faut que tu aies dit à la banque, regardez, je vous ai dit à l'époque, j'avais ça comme hypothèse, et c'est ça qui s'est réalisé. Vous voyez ? Voici comment j'avais présenté mon dossier. J'avais dit que je gagnerais 1000 euros, et regardez, je gagne 1200 euros. Donc, il faut que tu aies c'est plus des preuves, en fait, c'est des faits avec l'argent qui est rentré dans ton compte, et là, tu peux aller solliciter les banques. Donc, attends d'avoir de l'argent qui rentre avant d'aller voir une autre banque et pour faire un autre projet. Donc voilà, après c'est quelques mois. Moi j'ai entendu 1 ou 2 mois, même 1 mois, ça suffit. À partir du moment où j'ai l'ensemble, par exemple si j'ai une coloc de 5, j'ai 1 mois complet où j'ai mes 5 loyers, c'est bon, bim, je peux aller voir les banques. Tu vois, j'ai pas besoin j'attends pas 100 000 ans. Ok? Et là, félicitations si tu es resté jusqu'au bout parce qu'on arrive dans les 2 tips les plus puissants. Tu as des refus parce que tu as dépassé le pouvoir de délégation. Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir de délégation, pouvoir de décision? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, des fois, tu as des refus parce que le banquier, il peut te prêter que jusqu'à 500 000. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il te prête il a un pouvoir de décision jusqu'à 500 000, ton projet est à 600 000. Tu lui as pas demandé en fait, tu lui as pas posé la question parce qu'il y en a qui me disent oui mais Willem comment tu fais pour savoir Je pose la question. Des fois il faut juste demander. Hein. Je pose juste la question. Et en fait il y en a qui posent pas la question. Et ce qui se passe c'est que ça monte au siège, le banquier vous dit pas, il a un refus de la caution, etc., etc. Des fois en fait c'est juste une question de pouvoir. Il faut savoir que pour moi la caution classique, le siège, c'est terminé. 2 millions en cours, j'ai plein de différés, je sais même pas, il y en a 2 ou 3 qui sont en amortissement, c'est terminé. Dossier atypique, j'ai 2-3 ans de bilan, terminé. Donc assure-toi de connaître le pouvoir de décision de ton interlocuteur et surtout ne le laisse pas solliciter le siège. Tu lui dis que tu ne veux pas aller au siège. Tu vas me dire oui mais il m'oblige machin. Next. Des banques, il y en a plein. Next, next, next. Ne laisse pas ton dossier monter au siège et maîtrise ton pouvoir de décision pour ne pas avoir des refus que tu ne vas pas maîtriser. Et le dernier tips, le plus courant, le plus commun, j'ai dépassé les 35%. Comment je fais? J'ai dépassé les 35%. Comment je fais? Première chose, le calcul différentiel.
Tu vas me dire, oui, mais les banques ne prennent pas en compte le calcul différentiel, c'est fini, les HS machin, HCSF, HCSF, je sais même pas comment on dit. Dans ton dossier bancaire que je t'ai expliqué, tu vas calculer le dossier bancaire si tu as un taux très très élevé. Si tu as 35, 36, 37, calcule le taux normal. D'accord? Insiste sur le reste à vivre et calcule en calcul normal. Si tu as 37, 38, 40, 45, calcule en différentiel. Mais tu présentes dans ton tableau, donc tu calcules toi-même, tu calcules en différentiel, mais ne dis pas que tu calcules en différentiel. Tu commences à rentrer dans les explications après. Tu présentes ton tableau, tu mets ton calcul différentiel, ton taux sera avantageux et tu insistes sur le reste à vivre. Tu expliques que ton reste à vivre est tout conséquent, il est de 1000, 2000, 3000 euros. Et ça va te permettre de sereinement couvrir ta mensualité et même gagner de l'argent. Insiste vraiment bien sur le reste à vivre, calcule le différentiel et tu ne dis pas que tu calcules en différentiel, tu le calcules d'office. Ensuite, d'autres leviers pour limiter ton taux d'endettement, il n'y en a pas 36 000. Il faut augmenter l'apport. Si tu augmentes un peu d'apport et si ton projet est très très fiable, tu peux y aller. Des fois, ça peut jouer à 500 000 euros pour limiter la différence entre la charge et les revenus que tu vas gagner. Mais il ne faut pas se dire comme certains youtubeurs, certains de mes collègues, oui, il faut faire que des 110%. Non, des fois, il faut savoir mettre de l'apport. Je vais t'expliquer dans une vidéo dédiée comment récupérer cet apport, t'inquiète pas, tu vois. Passement de jambes, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais des fois, si le projet est super fiable, tu peux augmenter un peu ton apport. Après, pas de 20, 30 000 euros, hein, mais légèrement, pour se rapprocher en fait de tes 35% quand tu n'es pas très loin, ok? Ensuite, autre technique, là, il faut avoir un réseau aussi qui est dans ta poche. Tu augmentes les loyers, l'estimation locative. Ça, par contre, il faut être vif. En fait, quand le banquier il prend en compte tes revenus locatifs, c'est pour ça qu'il faut aller voir le banque interlocuteur, conseiller pro, directeur de banque, tu vois l'estimation locative où tu as un minimum ou tu as un maximum. Donc là, il faut que l'agent soit dans ta poche. Et en général, tu fais des estimations. Bien sûr, ce qui va vraiment arriver, il met une tranche. Donc tu lui dis de mettre la tranche haute, 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 haute. Mais la plus haute possible qu'il puisse faire. Puisque le calcul du taux d'endettement, c'est les revenus par tes charges, bah, tu l'auras compris, si tu augmentes l'apport, tu diminues le taux d'endettement. Si tu augmentes les loyers qui vont rentrer, tu augmentes tes revenus, donc ton taux d'endettement va diminuer. Il faut donc que cet agent te mette les revenus locatifs les plus élevés possibles et toi, dans ton calcul, tu vas mettre 80-90%. Pareil, tu ne le dis pas au banquier, tu fais juste le calcul comme ça. Après, tu vas me dire, oui, mais il va te dire, oui, mais comment ça se fait, comment vous avez fait vos calculs? Écoutez, j'ai pris telle hypothèse parce que, dans mon secteur, c'est très, très, très tendu, c'est hyper tendu. Regardez, là, regardez d'après ce site, il y a tant de locations. Regardez ce que font mes concurrents sur le Bon Coin. Regardez ce que je fais. Vous avez vu comment moi c'est nickel? Vous avez vu comment c'est nickel? J'ai fait une étude qui dit que dans ce secteur, il y a tant de locations, machin, qui sont pris. C'est pour ça que je peux prendre cette hypothèse. Il faut répondre du tac au tac au banquier. Tac au tac. Tu vois, c'est comme un peu une compétition, tu vois. Tu vois, c'est comme un peu, il faut être en garde, ok? Mais pourquoi tu as pris cette hypothèse? J'ai pris cette hypothèse parce que dans ce secteur, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Il te donne, tu esquives, tu encaisses, tu bloques et tu réponds. D'accord? Donc, présente ton dossier bancaire, mets les chiffres à ton avantage pour minimiser ces 35%. Pour limiter que tu dépasses ces 35%, calcule en différentiel, insiste sur les restes à vivre, augmente tes revenus locatifs et augmente l'apport si tu peux. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et ne dis rien au banquier. Et s'il te demande, prépare tes réponses, prépare tes preuves, prépare tes argumentations. Il n'y a pas 36 000 façons. Ok? Et une dernière chose, dis-toi, si ça peut te rassurer que la banque a 20% où elle peut faire des passements de jambes, d'accord? Donc pourquoi tu ne serais pas dans les 20%? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as vu un petit peu près les refus. Donc maintenant tu n'as plus d'excuses.
télécharge ton guide, prépare ton dossier bancaire, suis toutes les étapes pas à pas. Like la vidéo si t'as kiffé et like même si t'as pas kiffé. Et surtout, un oui contre 1 million de non, c'est le oui qui gagne. Ok, à plus tard et on va y arriver.